Dans cette conférence, Daniel Kim aborde le sujet du bonheur et affirme que le bonheur est illégal dans un monde compétitif et prédateur. Il souligne que l'humain doit tuer pour vivre, se nourrir et se protéger des virus, des bactéries et même des autres. Il mentionne également que les dieux ont été remplacés au fil du temps et que certains persistent depuis des milliers d'années, mais qu'ils ne récompensent pas vraiment, seulement en diminuant légèrement la souffrance. Il invite donc les gens à chercher le bonheur et à se détacher du reste. Cependant, il souligne également que plus on est conscient, plus on a la capacité de mentaliser et de trouver des raisons justifiant nos problèmes et comportements. Il évoque aussi le fait que l'être humain est souvent attaché à son ego et défend ses ennemis et manipulations. Enfin, il affirme que l'humain est fondamentalement bien lorsqu'il peut souffrir et que nous sommes soumis à la nature et à ses besoins, y compris la souffrance et la mort. De cette déclaration encourage à prendre conscience de nos comportements négatifs pour notre santé, tels que fumer, boire ou manger de la malbouffe, et à chercher à les changer. Il observe que souvent, nous essayons de correspondre à certaines attentes extérieures, ce qui nous empêche de vivre une vie intéressante et épanouissante. Pour y parvenir, il suggère de comprendre la nature du temps et de se libérer des illusions, en transformant nos filtres mentaux. Il souligne que les enfants sont plus ouverts à de nouvelles expériences, mais que notre nature humaine nous pousse aussi parfois à être négatifs envers les autres. Il suggère que progressivement, en transformant notre vision du monde, nous pouvons atteindre un état où il est légitime d'être heureux et en bonne santé, voire de rajeunir. L'auteur utilise l'exemple des verrues pour illustrer la capacité du corps à se guérir lui-même, soulignant que cela fonctionne différemment pour chaque personne. Il encourage finalement à s'élever vers un niveau de conscience plus élevé, en accord avec notre intelligence, et à ne pas laisser nos vies être une insulte à notre propre intelligence. Dans ce discours, l'auteur remet en question l'idée des imbéciles en soutenant que ce sont plutôt les limitations de pensée et les structures cérébrales qui empêchent les individus d'être efficaces dans certaines situations. Il mentionne qu'il travaille sur un cours pour aider les gens à développer ces structures de pensée nécessaires pour réussir. Il critique également le système éducatif actuel, affirmant qu'il ne favorise pas l'expression de l'intelligence humaine. L'auteur souhaite donc se concentrer sur une approche pédagogique plus pertinente et donner plus d'outils aux enfants pour qu'ils puissent réussir. Il mentionne que plus on a d'expérience, moins on est programmable, car nos filtres sont plus puissants et nous nous fions davantage à notre propre expérience. Finalement, il souligne l'importance de rester ouvert et de croire en la possibilité de réussir, même lorsque l'expérience nous dit le contraire. La vie est imprévisible et les emplois peuvent être difficiles à trouver pour certaines personnes. Chaque individu a un ego logique qui influence sa façon de chercher du travail. Certains trouvent rapidement des emplois qui correspondent à leurs intérêts, tandis que d'autres doivent travailler dur pendant longtemps avant de trouver un emploi. La vie programme nos égos de manière aléatoire, ce qui nous fait passer par des périodes de bonheur, de malheur et de neutralité. Cependant, il y a des moments où des rencontres ou des expériences peuvent améliorer notre ego logique et nous faire glisser vers des périodes plus heureuses. Il arrive aussi que des mécanismes internes entravent notre bonheur, provoquant des conflits et des pressions qui nous font revenir à des périodes moins satisfaisantes. Certains arrivent cependant à percer ce seuil et continuent à connaître des périodes de bonheur croissant. À un certain stade, de nouvelles pressions et contraintes peuvent apparaître, venant aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, nous poussant à rester dans des périodes moins heureuses. Ces pressions peuvent aller jusqu'à la manifestation de maladies, dans le but de nous occuper et de nous empêcher de développer notre intelligence et notre créativité. Il est donc important de prendre conscience de ces mécanismes pour pouvoir atteindre des périodes de bonheur durable. Il est question ici d'un concept appelé assiette de vie ou chronotope. L'auteur explique que chaque individu a une programmation égologique qui définit ses limites physiques, mentales, etc. dans sa vie. Il affirme que certains ont tendance à évoluer et se rapprocher des limites de leur assiette, ce qui peut entraîner une remise en question complète de leur vie. Certains choisissent alors de retourner vers une vie plus commune, tandis que d'autres décryptent ces pressions comme des symptômes positifs et y voient une opportunité de sortir de leur situation. L'auteur souligne également que le bonheur dépend de la perspective et que, en reprogrammant consciemment son ego logique, on peut progressivement s'orienter vers une vie qui nous convient. Il met en avant l'importance de fixer des objectifs et des conditions préalables pour atteindre une vie qui nous plaît. L'auteur partage également son expérience personnelle d'avoir toujours apprécié ses différents métiers. L'individu dont il est question est frustré. Qu'il ne se passe rien depuis 3 heures. Les personnes à proximité se plaignent également et préfèrent qu'on s'occupe d'eux plutôt que d'autres.
L'individu relate une situation où il a reçu un appel concernant un enfant en arrêt cardio-respiratoire, mais il s'est avéré que c'était une erreur d'information. Il explique qu'il a remarqué que lorsque certaines choses ne l'intéressaient pas, il y avait des erreurs, ce qui l'a amené à réfléchir à la puissance de l'ego logique. Il partage également une astuce qu'il utilise pour trouver facilement du stationnement en ville. Il croit qu'il est possible de reprogrammer l'ego logique afin de changer nos vies. Il soulève des questions sur notre perception de la maladie, de la vieillesse, de la perte de mémoire et de la mort, en soulignant l'influence de l'ego logique sur notre capacité à accepter notre condition. Dans cette synthèse, l'auteur réfléchit sur le phénomène de la transpiration et se demande pourquoi les enfants ne transpirent pas autant que les adultes. Il remet en question la normalité de certains aspects physiologiques tels que la barbe chez les hommes ou les menstruations chez les femmes. Il exprime également la nécessité de se reprogrammer pour ouvrir des portes à l'amélioration de sa vie, en soulignant l'importance de rester ouvert au changement. L'auteur compare la vie à un jeu où l'on cherche constamment à maintenir des assiettes en équilibre, sans jamais arriver à la satisfaction totale. Il soutient qu'il est possible de changer de monde plutôt que de changer le monde lui-même. En conclusion, l'auteur exprime son désir de vivre dans un monde qui lui ressemble davantage. L'être humain glisse lentement dans des homochrones, où les autres agissent de la même manière. Cela crée progressivement un mouvement collectif. Pour sortir de cette homochronie, il faut changer ses mécanismes et les reprogrammer. Une façon de le faire est de créer un personnage idéal, avec toutes les qualités que l'on souhaiterait avoir, vivant dans un monde idéal. En prenant cet exemple comme modèle, on peut reprogrammer notre ego de manière astrale et psychologique. Les idoles peuvent également jouer un rôle dans cette reprogrammation, mais il est important de choisir des modèles sensés. En suivant ces mécanismes, on peut glisser vers des homochrones plus équilibrés et atteindre un état de bien-être, de richesse, de confort et de santé. Dans ce texte, l'auteur parle de la nécessité de se créer un modèle, une idole, qui nous guide dans nos actions et nous aide à résoudre les problèmes. Cependant, il souligne qu'il ne s'agit pas de devenir l'autre personne, mais de la laisser vivre avec nous et de s'inspirer de son comportement. Il décrit cela comme une reprogrammation de notre ego, qui nous permet d'agir différemment et de prendre des décisions plus adaptées. L'auteur mentionne également l'importance d'anticiper les difficultés en se préparant et en agissant comme ferait notre idole. Il témoigne de son expérience de voyageur, affirmant qu'en suivant cette approche, il n'a jamais rencontré de problème lors de ses voyages. Dans ce texte, l'auteur suggère de prendre le temps de se trouver un modèle, une personne qui répond à nos attentes intellectuelles et qui peut nous inspirer. Il propose de choisir des héros, des personnalités qui nous ressemblent et de les laisser vivre avec nous, de créer un modèle qui peut influencer notre ego et nous aider à reprogrammer notre manière de penser. L'auteur souligne l'importance de laisser ce modèle nous guider dans nos actions et de s'imaginer comment il agirait dans différentes situations. Il recommande également de prendre exemple sur le modèle en ce qui concerne l'organisation de notre chambre ou de notre maison, même si nos moyens économiques sont limités. Enfin, l'auteur souligne que parfois il est nécessaire de consulter une tierce personne, un mentor ou un guide, ayant les mêmes aspirations intellectuelles que nous, pour nous aider à transférer les ressources et les connaissances du modèle vers notre ego. Le texte évoque la nécessité de s'inspirer de son héros fictif pour affronter les pressions et les difficultés de la vie. Il encourage à écouter l'intelligence plutôt que de se laisser influencer par des schémas préétablis. Le héros est présenté comme un modèle à suivre, qui s'adapte pour trouver des solutions et utiliser des outils afin de reprogrammer l'ego logique. L'auteur partage ensuite une expérience personnelle de survie lors d'un voyage en jeep dans la jungle guatémaltèque, où ils ont réussi à passer un barrage militaire pour échapper à des tirs de mitrailleuses. Pendant la nuit, les chemins ressemblent à des serpents, mais l'auteur et ses héros se débrouillent toujours bien. Ils ont eu des aventures, comme quand ils ont surpris des personnes en train de cambrioler, ou quand l'auteur a dû prendre le volant d'un taxi après que le chauffeur ait eu une crise cardiaque en montant dans les Andes. Malgré ces épreuves, tout s'est bien terminé. L'auteur parle également de l'importance des modèles dans sa vie, notamment celui de Jésus, mais il souligne qu'il préfère se concentrer sur des modèles humains et avoir une image positive de ce qu'ils peuvent représenter, plutôt que de se tourner vers des figures spirituelles. Il encourage les gens à reprogrammer leur ego pour vivre plus heureux et à s'inscrire aux activités proposées par l'Académie pour continuer à évoluer. Finalement, l'auteur souhaite une bonne fin de vie à ceux qu'il ne reverra pas et les invite à chercher le bonheur dans le présent.